Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. On parle beaucoup d'émotions depuis quelques dizaines d'années. Autrefois, elles étaient un petit peu considérées comme une affaire de bonne femme, quelque chose d'un petit peu indigne, quelque chose de réservé aux gens faibles. Mais aujourd'hui, les émotions ont toute leur place, et nous apprenons à mieux les écouter, ce qui est une très bonne chose. Mais il me semble que nous avons tendance à classer nos émotions en 2 catégories, les bonnes et les mauvaises. L'idée étant qu'il faut fuir les mauvaises et rechercher les bonnes. Et alors vous allez voir que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je voudrais simplement remercier Montenovice qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Alors j'aime beaucoup ce nom de Montenovice. Il écrit « Merci, bravo pour ce podcast très riche et concret qui donne beaucoup de bonnes idées et va nous permettre de corriger chez nous pas mal de mauvaises habitudes. Continuez. » Bien, merci beaucoup Montenovice. On va continuer et j'espère que justement aujourd'hui vous trouverez des idées, alors pas forcément pour corriger de mauvaises habitudes, mais peut-être pour en adopter de nouvelles qui seront bonnes. Ça serait formidable aussi. Et j'en profite pour vous demander, à vous qui m'écoutez, de bien penser, si vous avez 2 minutes, à laisser une note et un avis sur Apple Podcast, car ça fait toute la différence pour pouvoir mieux faire connaître ce podcast des Montessori 7. Alors, au moment où j'ai fait le script de cet épisode, je vous avoue que ça n'allait pas fort. Ça n'allait pas fort parce que j'étais épuisée, je manquais de sommeil. Il y avait des paillettes partout dans la maison, car notre fille de 3 ans et demi avait ouvert un pot de paillettes et elle avait répandu sur le sol. Et ce qui se passe avec les paillettes, c'est qu'elles sont très volatiles, donc elles s'envolent partout et on marche dessus, on en met partout dans la maison. Et même en passant l'aspirateur 10 fois de suite, ça ne part pas. Je ne sais pas pourquoi, ça reste collé au sol. Il n'y a que sur les tissus qu'on arrive plus facilement à les enlever. Donc je crois que nous allons garder des paillettes pendant des mois. Alors la maison brille, pas forcément de propreté, mais de paillettes. Et puis mon mari était très souvent en déplacement, toutes les semaines en déplacement. Donc ça n'allait pas fort, au moment où j'ai écrit ce script. Mais justement, donc ça va peut-être pouvoir me servir d'exemple sur ce que l'on peut faire quand ça ne va pas fort. La première chose, c'est qu'aucune émotion, à mon sens, n'est mauvaise en soi. Alors si on prend les 7 émotions de base qui étaient établies par Paul Ekman. Bon, honnêtement, il y a d'autres façons d'établir des émotions de base. Certains en voient 5, certains en voient 6. Ça n'a pas grande importance. C'est juste pour donner des exemples. Mais si on passe par ces 7 émotions-là. Alors la joie, évidemment, est une émotion positive. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord. Tout le monde considère la joie comme une émotion utile, précieuse, etc. Mais la surprise, c'est quelque chose qui peut être positif aussi. La surprise d'une fête d'anniversaire à laquelle on ne s'attendait pas. La surprise d'un geste gentil auquel on ne s'attendait pas, de la part de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de nous en faire. La surprise d'un cadeau que l'on découvre. Tout ça, ce sont des expériences très positives. Et ce sont des expériences de surprise. Ces 2-là sont peut-être les plus évidentes. Mais qu'en est-il de la peur ? La peur, c'est négatif, non ? On n'est pas bien quand on a peur. Je vous invite à reconsidérer un peu ça. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais il y a beaucoup de gens, et c'est mon cas, qui aiment énormément les montagnes russes dans les fêtes foraines. Pourquoi ? Parce que dans les montagnes russes, on a peur. On monte, on a la tension qui monte, l'anxiété qui monte, et au moment de la descente, on a peur. On est projeté dans le vide, on descend à une cadence infernale. C'est de la peur à l'état pur. Mais on adore ça. Donc ce n'est pas du tout une peur négative. La peur peut être positive. De même pour les amateurs de films d'horreur. Là aussi, c'est mon cas. Les films d'horreur me font éprouver du plaisir.
Alors ça peut paraître bizarre à certains, je le comprends très bien, mais c'est une forme de peur qui nous réjouit. Bon, c'est une expérience positive. Les films d'horreur font jaillir aussi une autre émotion en nous, qui peut être le dégoût. Et là aussi, le dégoût peut être vécu positivement. Devant les films d'horreur, ça peut être le cas. Lorsqu'on voit quelque chose de vraiment dégoûtant, mais qu'on sait que c'est faux, et du coup, il y a une forme de réjouissance à éprouver ce dégoût. Et si vos enfants n'ont jamais joué avec du slime, eh bien vous ratez quelque chose parce que c'est une pure expérience de dégoût mélangée à de la joie. C'est du dégoût positif. Les enfants aiment être dégoûtés par le slime. C'est quand même bizarre, mais c'est le cas. La tristesse. Vous allez me dire que c'est plus compliqué. Est-ce que la tristesse peut être positive ? Je pense que oui. Qu'est-ce que la tristesse ? La tristesse, c'est un sentiment de perte ou de manque. Donc ça nous indique quelque chose d'utile déjà, ça nous indique qu'il nous manque quelque chose. Et puis, vous avez peut-être ressenti, à l'adolescence en particulier, des moments où vous étiez un peu mélancolique, pas déprimé, un peu mélancolique, et où au fond vous vous complaisiez dans cette mélancolie. Un petit peu comme le spleen de Baudelaire. Vous voyez tous ces auteurs romantiques du 19e qui disaient « Oh, j'ai le spleen », qui se complaisaient en fait dans une espèce de mélancolie permanente. Ils vivaient cette tristesse d'une façon positive. C'était quelque chose qu'ils recherchaient. Donc même cette émotion de tristesse n'était pas mauvaise en soi ou négative en soi. Alors Paul Ekman mentionne encore 2 émotions. Donc il y a la joie, la surprise, la peur, le dégoût, la tristesse, mais aussi la colère. Alors la colère, vous le savez sans doute, je suis catholique, et pour les catholiques, il y a un texte dans la Bible où Jésus fait preuve d'une sainte colère lorsqu'il reproche aux marchands du temple de faire du commerce dans la maison de Dieu, et il renverse tous leurs étalages, il jette tout à terre, il explose de colère. Mais c'est une juste et sainte colère. Donc la colère nous aide. Au fond, la colère, c'est un sentiment de révolte devant quelque chose que l'on trouve injuste. Mais la colère, à ce moment-là, est une force de vie, une force d'action. C'est ce qui inspirait Martin Luther King, par exemple, pour réagir face aux abus et à l'oppression. La colère peut être très positive. À l'inverse de la violence, ce n'est pas la même chose. Je tiens à être vraiment claire là-dessus. Mais l'émotion, la colère, qui est distincte de l'action, qui peut être violente ou pas, l'émotion de colère peut être positive comme elle peut être négative. La colère, c'est ce qui nous pousse à aller plus loin, à changer le statu quo, etc. Et 7e émotion, le mépris. Le mépris, on peut aussi le considérer en fait comme un mélange de dégoût et de colère. Mais le mépris peut nous permettre de nous dépasser. Après tout, il est bon de mépriser ce qui est méprisable. Il est bon de mépriser l'argent, dans une certaine mesure, par exemple. Alors, il y a une expérience qui m'a beaucoup marquée quand j'étais plus jeune. Mon frère, qui est beaucoup plus âgé que moi, qui a 17 ans de plus que moi, et qui est quelqu'un que j'admire énormément, que j'ai toujours beaucoup admiré, un jour a quitté son emploi, qui était un emploi lucratif, qui lui permettait de gagner sa vie, pour la simple et bonne raison que son patron voulait arnaquer une vieille dame. Quelque chose de tout à fait légal. Simplement, il voulait permettre à quelqu'un d'autre d'acheter sa maison moins cher que ce qu'il aurait dû réellement payer. Et donc, il voulait abuser de la confiance de cette vieille dame. Et mon frère a refusé. Et il a démissionné ce jour-là. Il a donc quitté son emploi en méprisant l'argent, la situation sociale que cet emploi lui offrait, parce qu'il privilégiait des valeurs plus élevées, qui étaient des valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Vous allez me dire que ce mépris serait négatif ? Non, moi je trouve qu'il est positif. Donc vous voyez que toutes ces émotions peuvent être bonnes, peuvent être vécues de façon positive. Elles peuvent apporter de la joie ou elles peuvent nous faire grandir et nous permettre de nous dépasser. Donc,
Aucune émotion n'est négative ou n'est mauvaise en soi. Une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent, point. C'est quelque chose d'assez factuel, en fait, une émotion. À partir de là, l'étape suivante, c'est de prendre conscience que nous avons un certain contrôle sur nos émotions. Il y a une relation qui est fascinante et qui est à double sens entre la physiologie, notre corps physique, et l'émotion. Je vais vous donner quelques exemples. Quand nous sommes détendus et calmes, c'est un état dans lequel nous respirons plus lentement et dans lequel nos muscles se relâchent. Mais ce qui est intéressant, et c'est tout le pouvoir de la méditation, des exercices de respiration, etc., c'est que quand nous faisons l'effort volontaire de respirer plus lentement et de relâcher nos muscles volontairement, alors nous devenons plus calmes intérieurement. Vous voyez, d'un côté, c'est l'émotion, le calme, la détente, qui provoque une réaction physiologique, le relâchement des muscles et la respiration qui se ralentit. De l'autre, c'est notre action physique, le fait de respirer plus lentement, le fait de relâcher nos muscles volontairement, qui provoque chez nous une réaction émotionnelle de calme que nous n'avions pas forcément avant. D'où le fameux conseil de respirer lentement quand on est en colère. Ça nous permet de modifier nos émotions. Une autre forme de contrôle sur ces émotions que j'ai souvent expérimentée et que j'aime beaucoup, c'est que quand nous sommes heureux, naturellement nous sourions. Mais si nous nous forçons à sourire, eh bien petit à petit, nous allons éprouver de plus en plus de joie jusqu'à nous sentir bien. C'est quelque chose que j'ai fait très souvent. C'est un peu le fake it till you make it des anglo-saxons. Faites semblant jusqu'à ce que vous le ressentiez ou jusqu'à ce que vous y arriviez. Le but n'étant pas de faire semblant de sourire tout le temps, mais lorsqu'on ne se sent pas bien et qu'on voudrait aller mieux, eh bien on peut sourire volontairement. Et alors petit à petit, notre corps va capter ce signal que l'on sourit et se dire « Ah, je dois être dans une situation de bien-être et de joie » et petit à petit nous faire nous sentir mieux. Donc nous avons un certain contrôle via notre corps sur les émotions que nous ressentons. Nous pouvons transformer ces émotions et les faire évoluer. Donc si nous ne voulons plus ressentir de la tristesse, nous pouvons nous forcer à sourire. Si nous ne voulons plus nous sentir en colère, nous pouvons nous forcer à respirer lentement et à relâcher volontairement tous les muscles en faisant un petit scan corporel, en parcourant tout notre corps pour relâcher les muscles un par un. Une autre façon d'agir sur nos émotions, c'est de modifier nos pensées. Je vais vous expliquer. Alors, tout ce que je vais vous dire là va reposer sur une échelle des émotions, qui est l'échelle des émotions d'Abraham Hicks. Alors, je vous passe sur le côté New Age de cette échelle des émotions. Hicks était une espèce de médium qui entrait en contact avec une entité spirituelle qu'elle appelait Abraham. Et c'est Abraham qui lui aurait révélé cette échelle des émotions. Je n'adhère pas du tout à ce côté New Age, je préfère vous le dire tout de suite, libre à vous de le faire. Simplement, ça n'est pas du tout... ça ne correspond pas du tout à ma vision du monde. Mais cette échelle des émotions, elle est utile. C'est un outil que je vous propose d'utiliser, peu importe d'où il vient. Il s'agit d'une échelle d'émotions, alors qu'il ne faut pas voir comme une échelle d'émotions de la meilleure à la moins bonne. Comme je vous l'ai dit, aucune émotion n'est bonne ou mauvaise en soi. En revanche, certaines peuvent être plus désagréables à vivre que d'autres. Mais justement, ce serait totalement faux de voir cette échelle d'émotions comme une échelle d'émotions agréables à désagréables, parce que vous allez peut-être vous dire que l'émotion numéro 17 est bien plus désagréable que l'émotion numéro 22, qui est pourtant plus bas. Alors je vais vous lire très rapidement ces différentes émotions dans l'ordre. Donc tout en haut, c'est un ensemble d'émotions, la joie, le savoir, maîtrise personnelle, liberté, amour et appréciation. Première émotion. Ensuite la passion. Ensuite l'enthousiasme, l'empressement et le bonheur. Ça c'était le troisième émotion. Ensuite l'attente positive et la confiance. Ensuite optimisme, puis espoir, contentement, ennui, pessimisme, frustration, irritation et impatience, ensemble. Puis accablement,
déception, doute, souci, blâme, découragement, colère, vengeance, haine et rage, jalousie, insécurité, culpabilité et indignité, et enfin un ensemble peur, chagrin, dépression, désespoir et impuissance. Alors, cette échelle d'Abraham Hicks, ainsi que les autres outils dont je vais vous parler dans ce podcast, ils sont à votre disposition sur notre bibliothèque de ressources gratuites. En fait, associé à ce podcast, à mon blog, à tout ce que je propose, j'ai une bibliothèque de ressources gratuites dont le lien est dans les notes de cet épisode. Mais si vous cherchez Terrier des Montessori 7, vous trouverez sinon cette bibliothèque de ressources, parce que c'est son nom, donc le Terrier des Montessori 7. Il faut vous connecter pour y avoir accès, mais une fois que vous y avez accès, vous pouvez accéder à tous les documents qui sont dans cette bibliothèque, y compris des extraits de mes formations d'ailleurs, et entre autres ces documents sur les émotions, dont cette fameuse échelle d'Abraham Hicks. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons utiliser cette échelle pour passer d'une émotion à l'autre. Parce que si vous êtes tout en bas de cette échelle, si vous êtes dans le désespoir, et que l'on vous dit « Vas-y, réjouis-toi, sens-toi heureux », vous n'allez pas pouvoir passer de l'émotion numéro 22 à l'émotion 1 qui est tout en haut, comme ça, d'un coup. Ça n'est pas possible. C'est absurde. En revanche, vous allez pouvoir passer petit à petit d'une émotion à celle du dessus, jusqu'à remonter à une émotion avec laquelle vous êtes plus à l'aise. Donc, par exemple, si vous êtes dans ce désespoir et cette impuissance, eh bien, vous pouvez remonter d'un cran et vous allez vous sentir en insécurité, culpabilité et indignité. Vous allez me dire, super, c'est pas tellement mieux. Mais voyez la différence. Dans le désespoir et l'impuissance, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dans une situation qui vous déplaît et vous ne pouvez rien y faire. Si vous remontez d'un cran, d'accord, vous allez éprouver de la culpabilité et de l'indignité, mais parce que vous allez assumer une part de responsabilité dans ce qui arrive. Donc vous allez commencer à vous sentir un petit peu acteur de la situation, ce qui va vous permettre de progresser. Donc je vais partir d'une situation. Je vous le disais, ma situation personnelle, ça n'allait pas du tout. Ma maison avec des paillettes partout, où on peut se sentir désespéré et impuissant, tout va mal. Le fait que mon mari soit en déplacement, je n'y peux rien, etc. Mais je peux étudier, donc ça c'est mon émotion, je peux étudier mes pensées par rapport à la situation que je vis. Et là, ma pensée, c'est tout cela m'arrive, je subis tout cela. Mais si je change ma pensée en disant j'aurais dû ranger ce pot de paillettes, j'aurais dû le ranger, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû surveiller plus attentivement ma fille, ou j'aurais pu ne pas épouser un militaire. Eh bien, je peux me sentir coupable ou indigne en me disant je suis une mauvaise mère, j'aurais mieux fait de surveiller ma fille et de ne pas la laisser jouer avec des paillettes. Bon, mais au moins, je ne suis plus impuissante. Ça n'est pas encore terrible. Le cran du dessus, c'est la jalousie. La jalousie, en quoi est-ce que c'est mieux que la culpabilité et l'indignité ? Eh bien, la jalousie, c'est tout simplement que je suis jaloux de quelqu'un, je voudrais ce qu'il a, et le fait que je sois jaloux, c'est qu'en fait, j'éprouve le sentiment que je mériterais la même chose que lui. Je serais digne de tout ça. Donc par rapport au sentiment de culpabilité et d'indignité, encore une fois, si vous avez l'échelle sous les yeux, ce sera plus facile de m'écouter. Mais si entre le moment où vous vous sentez indigne et coupable et le moment où vous vous sentez jalouse, eh bien vous allez passer un cap qui est que votre estime de vous-même va être plus haute. C'est-à-dire que oui, je suis jalouse de cette nana sur les réseaux sociaux qui a toujours une maison parfaite, j'aimerais tellement avoir sa maison, je suis jalouse d'elle. Pourquoi ? Parce que je mériterais d'avoir ce qu'elle a. Ok, je suis remontée d'un cran. Et puis on peut avoir un sentiment de haine et de rage au-dessus. Alors, vous avez la haine et la rage, la vengeance, la colère, je vais les mettre un petit peu dans le même tas. Vous pourriez vous dire, mais c'est pas vrai, c'est injuste, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas ça ? Et on se met en colère. Et en se mettant en colère, c'est ce que je vous disais, on sort de la dépression, on sort du désespoir. Alors, je ne parle pas de dépression au sens clinique. Là, il y a des médecins pour ça. Je vous parle du sentiment dépressif, si vous voulez. Eh bien, lorsqu'on se sent comme ça,
on est impuissant et on ne peut pas sortir de sa situation. À partir du moment où on est en colère, on a une force de vie, une force de changement. Donc oui, je me mets en colère, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une maison plus belle? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie plus agréable et plus douce? Et puis on peut remonter d'un cran et aboutir au découragement. Le découragement, c'est « Oh, mais c'est tellement dur, je vais jamais y arriver, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, c'est difficile, je vais jamais y arriver. » Ça, c'est le découragement. Et je peux remonter encore d'un cran en modifiant mes pensées. Et au-dessus, il y a le blâme. Alors le blâme, ça peut être blâmer les autres, ça peut être se blâmer soi-même. Et puis au-dessus, le souci. Donc on se dit simplement, ah oui, j'en ai des soucis. J'ai mon mari qui n'est pas là. Voilà, c'est... Mais vous voyez que ça a déjà pris un ton plus léger que le sentiment de panique totale où ma maison est dans le chaos. Où je suis épuisée parce que ça fait des nuits que je ne dors pas et que du coup tout prend des proportions énormes, même un simple pot de paillettes. Et puis on va passer au doute. Comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a une autre solution? Je ne sais pas. Ça c'est le doute. On se pose des questions. Il y a la déception, l'accablement. On peut remonter comme ça petit à petit. Bon, déception, accablement. Il y a frustration, irritation et impatience, pessimisme. On peut remonter comme ça, pessimisme. Et puis on va avoir l'ennui au-dessus. En se disant, bon, après tout, c'est un peu comme tous les jours. Il n'est pas là, mais bon, ça fait 3 semaines de suite qu'il n'est pas là. C'est un peu comme avant. Et puis voilà, c'est la routine. Je n'ai pas dormi cette nuit. Bon, après tout, j'ai pas dormi non plus les 3 autres nuits qui précèdent. Merci la varicelle. Bon, je m'ennuie. Et puis au-dessus, on a le contentement. Au-delà de l'ennui, se dire « Mais est-ce que ma vie est vraiment si dure que ça ? Allons, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de raisons d'être heureuse. » Donc on passe au contentement. Alors évidemment, je ne vais pas passer comme ça d'une émotion à l'autre en 30 secondes. Il va falloir du temps, peut-être une journée entière, pour sauter comme ça une quinzaine d'émotions, ce que je viens de faire avec vous. Mais petit à petit, c'est ce qui va se passer. Et donc on va passer du contentement ensuite à l'espoir. Mais ma vie n'est pas si mal. Je suis sûre qu'elle pourrait être encore meilleure. Puis l'optimisme. L'optimisme, c'est dire, ah oui, je pense qu'elle va être meilleure. Et on a l'attente positive et la confiance. Je fais confiance, je sais qu'elle va être meilleure. Puis on a l'enthousiasme, l'empressement, le bonheur. C'est dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça s'améliore? Je vais pouvoir mettre des choses en place. Peut-être que je peux trouver des moments ou faire des loisirs créatifs avec ma fille pour qu'elle ait d'autres moments où le faire, mais ranger les affaires à un autre endroit. Et puis, peut-être que, je sais, là c'est difficile, il faut que je trouve le moyen de faire une sieste pour me reposer parce que je suis vraiment trop fatiguée. C'est là qu'on va faire preuve un peu d'innovation, de se dire, bon, je vais peut-être pouvoir demander un service à ma voisine parce que vraiment je n'en peux plus. Elle va peut-être garder les enfants pendant 1 heure, juste le temps que je fasse une sieste. Ou faire venir la nounou 1 heure de plus. Ou demander à mon mari ce week-end de prendre le relais l'après-midi pour que je puisse dormir pendant qu'eux iront se promener. Et ensuite on a la passion. Et enfin, la joie, la liberté et l'amour. Eh bien, je peux vous assurer que ça va mieux. Par rapport au moment où j'ai écrit ce script, ça va beaucoup mieux grâce à ce travail. Ce travail où en fait je suis partie d'une situation au sujet de laquelle je pensais certaines choses. Donc vous avez les faits, la situation, vous avez les pensées que l'on pense, et vous avez les émotions que l'on éprouve. Eh bien, si sur la même situation, nous venons changer nos pensées, nous allons petit à petit changer aussi nos émotions. Donc je vous invite vraiment, la prochaine fois que vous vous sentez mal, à prendre cette échelle et au lieu d'essayer de vous dire « je vais être heureuse tout de suite », voilà, je n'ai qu'à me bouger les fesses, me donner un petit coup de pied aux fesses et être heureuse, eh bien essayez plutôt de passer progressivement, de changer vos pensées, petit à petit, pour changer aussi vos émotions. Donc voilà comment nous pouvons avoir un certain contrôle sur nos émotions. Grâce aux merveilles de notre corps qui peut influer sur nos émotions, et grâce aux merveilles de la psychologie et au fait que nos pensées influencent également nos émotions. Nos émotions sont influencées à la fois par notre corps physique et par nos pensées. Mais au-delà de ça, les émotions sont une chose, mais nos actions en sont une autre.
et justement, c'est peut-être le moment du coup de pied aux fesses, c'est qu'on peut aussi choisir d'ignorer certaines émotions. Alors évidemment, il y a un équilibre à trouver. Vous savez que comme toujours, j'essaie d'être dans l'équilibre et dans la nuance. Autrefois, on enfouissait tous ces traumatismes au fond de soi, on essayait de ne plus ressentir quoi que ce soit, on étouffait ses émotions pour continuer à vivre. Et c'était mauvais, évidemment, parce que ces émotions refoulées, tous ces traumatismes enfouis, ressurgissaient un jour de façon terrible. Et puis on faisait porter le poids de ces traumatismes, de ces secrets, aux générations suivantes qui ne savaient même pas pourquoi, mais qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans leur passé, dans leur histoire généalogique. Donc, évidemment que cette façon de faire d'autrefois est malsaine. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est passé dans l'excès inverse et qu'il y a beaucoup de gens qui passent un peu leur temps à se regarder le nombril. Alors, c'est peut-être une piqûre d'amour vache que je vais vous administrer aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si c'est votre cas ou pas, évidemment. Mais vous voyez, quand une psychothérapie n'en finit pas, par exemple, c'est souvent que l'on ressasse ses émotions. Je parle de psychothérapie sur le même traumatisme, sur le même sujet. Parce que parfois on suit une psychothérapie très longtemps, mais pour aborder sa vie quotidienne, et donc aborder des sujets très différents, séance après séance. Mais quand une psychothérapie n'en finit pas sur le même sujet, c'est souvent qu'en fait on ressasse ses émotions, plutôt que d'essayer de les dépasser, ou de les sublimer, comme on le dit dans le langage de la psychologie ou de la psychanalyse. Je ne sais pas si c'est toutes, je généralise peut-être de façon abusive, mais beaucoup d'œuvres d'art, les grandes œuvres d'art, sont souvent le résultat d'émotions très fortes, pas forcément plaisantes, mais qui ont été sublimées, qui ont été transcendées, qui ont été dépassées. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de vivre dans cette émotion et de ressasser, de remâcher ces émotions-là, eh bien, on construit quelque chose à partir de ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes prête ou pas à entendre ça, mais peut-être que c'est le bon moment pour vous. Peut-être que, justement, il y a quelque chose que vous ressassez. Parce que ça nous fait du bien d'être en position de victime, parce qu'on se sent justifié, on se dit c'est normal, c'est pas ma faute, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui vous aviez besoin d'un coup de pied aux fesses. Et le voici. Et si vous n'en aviez pas besoin, eh bien à ce moment-là, revenez plutôt vers l'échelle des émotions d'Abraham Hicks dont je vous parlais. Mais dans tout ça, je vous ai surtout parlé de vous, de moi, bref d'adultes. Mais comment pouvons-nous aider nos enfants à mieux gérer leurs émotions, à vivre pleinement leurs émotions et à vivre avec leurs émotions? Je pense que la première chose consiste à développer leur vocabulaire autour des émotions. Souvent, les enfants maîtrisent à peine 4 ou 5 émotions. La joie, la colère, la tristesse et la peur. Et souvent, ils ont du mal à être nuancés dans ce qu'ils éprouvent. C'est-à-dire que l'angoisse n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'être angoissé que d'être terrifié. La terreur et l'angoisse ne sont pas la même chose. Et les enfants, souvent, ne maîtrisent pas bien tout ça. Alors justement, parmi les ressources que je mets à votre disposition dans le terrier des Montessori 7, vous trouverez une roue des émotions de Plutchik à construire. Alors c'est une roue d'émotions avec différents degrés pour chaque émotion. Par exemple, pour le chagrin, vous avez le chagrin qui est une émotion forte. Vous avez la tristesse qui est plus légère. Et vous avez la songerie qui est encore plus légère. Et cette roue des émotions, on peut la construire en 3 dimensions pour former une forme géométrique qui s'appelle un circonflexe. Je suis désolée, c'est un peu barbare comme nom, je ne saurais pas trop vous le décrire. C'est un petit peu comme un cône qui serait arrondi au lieu d'avoir une surface plate. Bon, vous le verrez sur le terrier à quoi ça ressemble. Je vous ai mis une photo du circonflexe construit. Donc vous avez sur cette roue des émotions selon Plutchik 8 émotions de base à leur état le plus fort. Vous avez l'extase, l'admiration, la terreur, l'étonnement, le chagrin, l'aversion, la rage et la vigilance. Et puis vous avez donc ces différents degrés d'émotions. Donc vous voyez, je vous parlais de Paul Ekman au début qui parle de 7 émotions de base, la Plutchik qui en parle de 8 émotions de base.
franchement, aucune importance. Le but n'est pas de faire rentrer les émotions dans des cases. Le but est simplement de développer la finesse de notre perception et de notre vocabulaire autour des émotions. C'est pour ça que je vous propose aussi une autre roue des émotions, très détaillée, avec beaucoup de vocabulaire, avec un cadran qui tourne. Ce qui fait qu'on peut choisir une émotion de base et ensuite choisir une nuance supplémentaire dans l'émotion et encore une nuance supplémentaire dans l'émotion. Donc tout ça peut aider votre enfant à approfondir son vocabulaire. Et une fois que vous avez abordé donc les différents degrés des émotions, on peut aborder les mélanges d'émotions. Alors, je vous mets un petit tableau avec... si vous allez sur l'article qui est associé à ce podcast, vous trouverez, ou dans les ressources du Terrier des Montessori 7, vous trouverez un petit tableau avec des idées de mélange d'émotions et de ce que ça peut donner. Si vous partez de... si vous partez de la joie et de l'attirance, par exemple, vous allez éprouver de l'amour. Si vous éprouvez de la peur et de la surprise, ça donne de la crainte, ce qui est un petit peu différent. Si vous éprouvez de la tristesse et du dégoût, ça pourrait être du remords. Ou de la tristesse et de la colère, à ce moment-là, ça serait plutôt de l'envie. Vous voyez, on peut rentrer comme ça dans des mélanges d'émotions et se dire, mais après tout, la honte, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait pas un petit peu de la peur du regard des autres ? Est-ce que ce serait pas un petit peu du dégoût de soi ? Donc c'est un mélange de peur et de dégoût. Il n'y a pas forcément de bonne réponse dans tout ça, mais ce sont des suggestions, voilà, des pistes de réflexion. Et on peut en discuter avec nos enfants et se dire, alors, quand on éprouve de la fierté, qu'est-ce que c'est ? Alors, on éprouve de la joie quand on est fier, mais quoi d'autre ? Est-ce que là, on nous suggère de la colère. Est-ce que c'est vraiment de la colère qu'on éprouve ? La colère nous amène à nous dépasser. C'est peut-être ça qu'on éprouve dans la fierté. Voilà, ça ouvre le débat et ça permet de parler des émotions. Et ensuite, je vous invite à partager avec vos enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les outils dont je vous ai parlé pour modifier leurs émotions. Donc 1, à travers le pouvoir du corps sur les émotions et 2, à travers le pouvoir des pensées sur les émotions. Voilà pour aujourd'hui, c'était encore un gros sujet sur les émotions, j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le partager, si avec quelqu'un ou sur les réseaux sociaux, et de laisser une note ou un avis sur Apple Podcast, ça aidera à le faire connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.